Dans son adresse à la nation samedi soir, le colonel Mamadi Doumbouya ne s'est pas attardé sur le chronogramme de la transition. Aucune annonce forte ou perspective alors que le pays devrait amorcer en 2023 le processus pour un retour à l'ordre constitutionnel, processus qui s'articule autour de 10 points. Pour beaucoup, c'est une année incertaine que la Guinée vient d'entamer 15 mois après l'arrivée du CNRD au pouvoir. On va voir ce qu'en pense Dr Amadou Sadio Bari, chercheur et professeur de philosophie. Il est en direct depuis le Québec. Bonjour et bienvenue, Dr Sadio. Oui, bonjour, merci encore pour l'invitation. Bienvenue, on commence avec vous, Yaya. Oui, docteur, nous avons tous écouté l'adresse à la nation du président de la transition, mais cette adresse est caractérisée également par une certaine pauvreté en termes d'annonces fortes, mais aussi en termes de perspectives pour la nouvelle année qui commence. Oui, il faut dire d'abord qu'une adresse à la nation, c'est la possibilité pour les responsables politiques de faire le bilan de l'année qui s'est écoulée et ensuite évidemment de faire des propositions en lien avec les politiques publiques, la gouvernance et bien d'autres. Mais dans le discours, nous avons vu en fait l'articulation entre, entre ce qui a toujours été les éléments de langage du CNRD et bien sûr certaines propositions qui restent vagues. Par exemple, le terme de refondation, de rectification institutionnelle est utilisé de manière désabusée, de sorte même qu'aujourd'hui, le langage de la refondation est devenu quasiment un abus. Les liens à la CRIEF et certaines références à l'éducation et à l'échec historique au baccalauréat ont été aussi présents dans le discours. Donc finalement, on assiste à une répétition du même, à un discours qui a un peu, si vous voulez, réchauffé depuis le 5 septembre, où finalement, les gens n'ont pas du tout de perspective sur ce qui s'annonce en termes d'exigence en matière de gouvernance politique, en termes de véritables changements institutionnels et surtout en matière d'orientation publique. Par exemple, l'éducation, baccalauréat, nous n'avons toujours pas vraiment d'orientation claire sur les réformes qui ont été entreprises. C'est-à-dire que nous avons un échec historique au baccalauréat, mais toujours le système d'éducation, on ne nous propose rien en matière de réforme sur l'approche. Est-ce qu'il faut privilégier une approche des compétences ou autre approche? On ne propose rien sur la réflexion sur les examens nationaux. Par exemple, l'examen d'entrée en sixième, est-ce un examen toujours pertinent? L'on sait très bien que les spécialistes aujourd'hui, à l'unanimité, disent que c'est un examen qui n'a aucune vertu pédagogique. Donc la refondation, par exemple, en matière d'éducation, n'aurait pas pris 1 an et demi pour éliminer l'examen d'entrée en sixième. Donc il y a quand même là des questions qu'il faut se poser en matière d'application d'un discours sur la refondation en Guinée qui date d'un an et demi, bientôt 2 ans, mais dont les Guinéens n'ont pas fait réel. D'accord. Revenant sur le chronogramme, hein, peut-être que certains s'attendaient à une annonce plus forte. On s'attend quand même à ce que le chronogramme commence à être exécuté à partir de janvier. C'est un blackout total. Oui, écoutez, sur le chronogramme, une fois encore, il faut être très prudent et en même temps vigilant. Parce que l'exécution du chronogramme tient compte de beaucoup de facteurs. Les facteurs financiers, les facteurs en ressources humaines. Et on voit très bien que là encore, le pays, malgré un discours sur la souveraineté, n'est pas prêt. Et il y a beaucoup de contradictions sur la manière dont le CNRD a organisé le dialogue, le contenu des résolutions du dialogue qui est organisé à Conakry et l'accord dit dynamique entre le CNRD et la CEDEAO. J'ai déjà rappelé la semaine dernière, ne serait-ce que les 2 premières étapes sont complètement contradictoires. Le fichier électoral, selon le dialogue du CNRD, doit être fait dans un délai de 12 mois, alors que je ne sais pas est-ce que c'est avant le RAVEC ou après le RAVEC ou parallèlement au RAVEC. Donc il y a là quand même des contradictions qui sont claires, qui sont évidentes, mais dont le CNRD n'arrive pas toujours à éclairer la population. Donc je pense que c'est fait exprès, ceux qui ont rédigé le discours, de ne pas entrer dans des contradictions sur le chronogramme qui pourrait susciter encore d'autres débats. Lorsqu'on sait surtout que le chronogramme ne fait pas l'unanimité et aujourd'hui il s'agit
de lire les tribunes, de faire un peu de parcours sur les réseaux sociaux pour se rendre compte que beaucoup de Guinéens, et je dirais même une grande majorité, se posent toujours la question quant à la nécessité des deux premières étapes et surtout leur lien structurel au retour à l'ordre constitutionnel. Mais je rappellerai tout de suite que si vous prenez cette idée, par exemple, ce concept de rectification institutionnelle, lorsque vous lisez le discours, on nous parle de lutte anticorruption, par exemple. On nous parle du fait qu'on veut des institutions qui vont résister à la tentation des hommes. Mais en fait, si vous analysez l'histoire politique de notre pays depuis les indépendances, quels sont les facteurs qui ont constitué des éléments de blocage à notre évolution politique et humaine? Vous avez d'abord le fait que le pouvoir a toujours été personnalisé, donc il y a un manque d'institution de pouvoir politique. Vous avez toujours le fait que les modes de gouvernance ont reposé sur des solidarités communautaires. Vous avez l'absence d'imputabilité politique. Vous avez le recyclage des opposants politiques et l'achat des consciences. Eh bien, si vous analysez la manière dont le CNRD gouverne, vous avez les mêmes facteurs de blocage. Donc finalement, nous assistons non pas à une véritable refondation, mais à une continuation, à une reconduction d'une même logique qui est quand même inquiétante, parce que nous avons en face de nous une nouvelle génération, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en Guinée aujourd'hui, la nouvelle génération est elle-même traversée par les vices du pouvoir qui ont freiné le développement du pays depuis les indépendances. Au chapitre de la réconciliation nationale, je répète que nous sommes dans une crise où l'année 2022 a été une année sanglante et où nous sommes loin des perspectives de la réconciliation et de la cohésion sociale. Au chapitre de la bonne gouvernance, faut-il rappeler que... On a eu les assises, nationales. On a entendu le colonel féliciter les facilitatrices, docteur. On a eu les assises, on a eu le dialogue. Je ne sais pas, madame, si vous avez... Est-ce que vous avez accès au rapport final des assises? Le rapport a été... Je ne sais pas si les Guinéens... Oui, il a quand même été publié. Il est disponible pour tout le monde. Ouais. Ok, est-ce que vous avez vu une application des recommandations des rapports des assises? C'est un processus, docteur. Oui, vous avez raison, c'est un processus. Mais les assises, par exemple, ont eu lieu dans un contexte des manifestations, ont eu lieu dans un contexte où, par exemple, beaucoup de personnes ont été déguerpies, ont eu lieu dans un contexte qui a été précédé par des récupérations de biens. Je ne parle pas ici des cas de Sidia et de Sédou. Allez-y, à l'intérieur, par exemple, à Mamou, vous avez eu des personnes qui ont été vraiment dévastées par la récupération, soi-disant, des biens de l'État. Donc la réconciliation nationale, là encore, il y a des éléments qu'il faut se poser, enfin des éléments, en tout cas des interrogations qu'il faut mettre sur la table en matière de cohésion sociale, dont le CNRD n'a pas été à la hauteur. Ça n'est pas, une fois encore, ça n'est pas critiquer, je le répète, ça n'est pas critiquer le colonel ou ses alliés objectifs, c'est simplement dire qu'ils ont manqué d'intelligence sur la notion même de refondation politique et institutionnelle, et surtout sur la question de la bonne gouvernance, en matière d'imputabilité politique, par exemple. Si vous prenez le cas de Yaya Sow et bien d'autres, l'on ne sait pas véritablement qu'est-ce qui s'est passé. L'opinion nationale a vu de manière, si vous voulez, je dirais pas violente, mais de manière fracassante, là, qu'un ministre est limogé, mais l'on n'a pas encore tous les éléments du dossier en main pour apprécier de manière objective et juste qu'est-ce qui s'est passé. Or, la bonne gouvernance, c'est aussi quand même le respect de certaines règles, certains processus, de certaines manières de faire. Donc, ça n'est pas simplement, si vous voulez, un slogan, ça n'est pas simplement un bain de bouche où l'on se gargarite à volonté sur la notion de refondation et de rectification, alors qu'en réalité, les institutions restent ce qu'elles ont toujours été depuis les années 60. Ça, c'est quand même une compréhension qu'il faut faire à la lumière d'une analyse des modes de gouvernance, de la manière dont le pouvoir politique est conçu. Parce que la refondation, d'abord, c'est un contrat entre les gouvernants et les gouvernés basé sur des obligations mutuelles. Or, aujourd'hui, c'est le CNRD qui demande des comptes aux populations, des comptes à ceux qui exercent le pouvoir. Je pense ici, par exemple, au ministre, mais personne ne demande des comptes au CNRD. Regardez l'affaire de l'avion, par exemple. Je veux dire, au CNT, la question a été posée, mais l'on ignore toujours encore comment a procédé l'acquisition de l'avion. D'où vient l'argent? Vous voyez? Oui, comment vous comprenez, je reste sur le discours du colonel, comment vous comprenez que le colonel tient un discours et occulte carrément la situation des personnes tuées lors des manifestations?
Écoutez, c'est à dessein, une fois que je l'ai dit, c'est à dessein, c'est-à-dire qu'on ne veut pas, on veut, en fait, le discours à la nation, ça c'est pas propre à Doumbouya, c'est à tous les chefs d'État du monde. Le discours à la nation, à moins d'être un chef d'État vraiment qui est dans une logique de reconnaissance de ses erreurs, ce qui est rare en politique, c'est un discours où on essaye de se vanter, c'est un marketing de soi. Et le CNRD, la force du CNRD par rapport au gouvernement, au régime précédent, c'est vraiment le triomphe de l'image. C'est le triomphe, mais de manière exceptionnelle, des apparences. Ils ont mobilisé un service de com qui est à la hauteur, en tout cas, des attentes en termes de communication. Donc c'est normal qu'on occulte la répression, c'est normal qu'on occulte le nombre de morts, c'est normal qu'on occulte, si vous voulez, les prisonniers. Non, en fait, non. C'est normal qu'on occulte plutôt ce qui peut mettre en évidence les errances, les erreurs et surtout le fait que le CNRD est plus dans une logique de continuité des formes autoritaires du pouvoir politique que d'une refondation du pouvoir. Il faut quand même prendre au sérieux le terme de refondation. Ça n'est pas un vain mot, ça n'est pas simplement un slogan de campagne, c'est une réalité effective. Docteur, on analyse par exemple... Oui. Je voudrais quand même, vous venez de faire en tout cas une analyse du discours du président de la transition, mais quel parallèle par exemple faites-vous entre les discours de ces trois personnalités qui incarnent aujourd'hui l'échiquier politique guinéen, Alpha Condé, Cellou Dalein et le colonel Doumbouya? Quel parallèle faites-vous entre ces trois discours de Nouvel An? C'est intéressant ça. C'est des discours qui révèlent que nous sommes dans une situation de crise extrêmement profonde. Ces trois discours révèlent clairement que 2023 sera une année cruciale, non seulement en termes de tension politique, mais en termes de crise. C'est-à-dire que c'est où il y aura, comme ce que le FNDC appelle, une rectification de la transition, où il y aura une crise permanente, comme celle qui a eu raison d'Alpha Condé. Rappelons-le quand même que l'UFDG avait maintenu une crise même majeure, avait aussi posé des gestes qui sont allés dans une forme de délégitimation symbolique du président Alpha Condé qui a en partie entraîné le coup d'État. Donc vous avez là trois discours qui montrent que nous sommes dans une logique de tension et que nous ne sommes pas dans une perspective où la transition est en train d'ouvrir la voie à une réconciliation des Guinéens malgré les assises, et surtout la transition n'est pas en train d'ouvrir la voie à l'espérance qu'a formulé les Guinéens en termes de changement institutionnel. Regardez par exemple le CNT. Le CNT est chargé d'assurer par exemple le contrôle et la surveillance du pouvoir politique. Depuis le CNT mis en place, je n'ai vu, en tout cas personnellement, je n'ai vu aucune action qui va dans le sens d'une imputabilité de nos dirigeants politiques. Alors que depuis Sékou Touré, c'est le problème principal qui fait que les institutions ont été plongées dans un vice majeur, l'absence d'imputabilité politique. Le CNT donc ne joue pas son rôle. Et ça n'est pas de critiquer simplement Dansa Kourouma ou bien d'autres, c'est de dire que même la nouvelle génération en Guinée est traversée par les mêmes logiques, les logiques anciennes, c'est-à-dire la confiscation du pouvoir, la personnalisation du pouvoir politique et surtout le fait que le pouvoir est associé à une conception liée au privilège. C'est ça le problème politique. Donc la refondation, les trois discours que vous avez des gens comme le président Alpha Condé, qui est dans une logique de revendication toujours de son statut de président. Pour ma part, là, c'est une forme d'illusion. Il faut revenir à la réalité. Vous avez Cellou Dalein Diallo qui appelle à un rétablissement de la confiance, à une espèce de dialogue qu'il faut faire à l'extérieur par rapport à quoi le CNRD, me semble-t-il, ne veut rien savoir, parce que selon eux, un dialogue a été organisé. Donc nous sommes dans une impasse. C'est même, si vous voulez, pardonnez-moi, inquiétant en termes à la lecture de l'évolution de notre monde. Vous voyez la dynamique au niveau des relations internationales aujourd'hui. Nous sommes dans une lutte hégémonique majeure entre les grandes puissances, où chaque État aujourd'hui essaye d'avoir une lecture des relations internationales qui lui permettent de se repositionner. Pensez au Qatar. Dans le discours du président, il nous parle de diplomatie. Mais regardez, ces 3-4 lignes. La diplomatie guinéenne, si vous l'analysez depuis 60, vous voyez que la Guinée, au temps de Sékou Touré, on s'est noyé dans une forme de panafricanisme à l'aveugle qui a été associé à une des tyrannies les plus sanglantes de l'histoire politique postcoloniale de l'Afrique. Au temps de Lansana Conté, nous avons entamé une libéralisation qui n'a pas permis vraiment à ce que la Guinée se repositionne sur la scène internationale. Au temps d'Alpha Condé et du CNRD, nous sommes dans une même logique toujours de souveraineté de la dépendance.
Donc je ne sais pas de quel repositionnement le discours du président parle. D'accord. Donc ça, c'est des inquiétudes majeures qu'il faut avoir. Nous sommes loin vraiment. Le CNRD, une fois encore, a violé l'espoir des Guinéens. C'est vraiment, si vous voulez, c'est la capture de nos espérances. C'est vraiment le désenchantement dans ce qu'il a de plus profond et malheureux, parce que nous aurions fait du colonel Doumbouya un mythe. Nous serons fiers de lui, une personne qui aura jeté les bases d'un développement politique, économique et social, et surtout d'un humanisme, d'une culture humaniste qui permettra aux Guinéens aujourd'hui de s'affirmer sur la scène sous-régionale, non pas par un panafricanisme vain et illusoire, mais par une possibilité aujourd'hui de nous engager dans une lutte contre le terrorisme au Sahel, par exemple, à redéfinir le fonctionnement de la CEDEAO et même aller plus loin, à participer à l'architecture de la paix de l'Union africaine, par exemple. Mais de tout ça... Il faut d'abord résoudre les crises internes. Oui, mais non, c'est parce qu'on parle de repositionnement au niveau international. Mais je rappelle que les affaires étrangères en Guinée, pour ce que je connais en tout cas, n'ont aucune intelligence de la situation sous-régionale et les dynamiques internationales en Guinée. L'étude des prospectives, moi je ne connais pas de cellule aux affaires étrangères qui fait de la prospective. Si vous en connaissez, dites-moi, moi je n'en connais pas. Donc parler de repositionnement... On gère du quotidien. Allez-y, Gary. Docteur, sur le plan de la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance, comment vous décryptez les positionnements des uns et des autres dans leur discours de Nouvelle 1? On est dans ce qu'on pourrait appeler une instrumentalisation, des institutions politiques. La CRIEF, en principe, de manière formelle, c'est une institution que tous les Guinéens saluent. Je veux dire, quel est le Guinéen aujourd'hui qui ne veut pas qu'on lutte contre la corruption? Personne. Mais en fait, c'est la nature de la politique, surtout dans des régimes hybrides, c'est-à-dire que où les principes formels sont censés être démocratiques. Et je rappelle que depuis 1990, nous sommes dans cette tension, ce que j'ai appelé dans mon livre une tension normative, entre les principes formels et la manière dont le pouvoir s'exerce. Vous avez par exemple le colonel qui vous dit que la CRIEF a été mise en place, c'est très bien, d'ailleurs il faut le féliciter pour ça. Mais regardez comment la CRIEF fonctionne, tant sur le plan du droit que sur le plan de la reddition des comptes. Et là vraiment il y a un problème, parce qu'en pratique, tous les pouvoirs aujourd'hui sont concentrés à la présidence. Je veux dire, la Guinée est gérée au quotidien à partir du palais Mohamed V. Donc ça, ce n'est pas la rectification institutionnelle, ça. Au contraire, on aurait pu vraiment laisser la CRIEF faire son rôle, d'abord faire des audits. Regardez le ministère de la Défense, par exemple. C'est un ministère dont on sait que le ministère est pris dans des logiques de corruption, mais là, depuis le général Lansana Conté, on pourrait remonter à Sékou Touré, parce que, rappelons-le, que le pouvoir en Guinée a toujours été légitimé par l'institution militaire, par l'armée. Aujourd'hui, le CNRD officialise ce qui a été toujours un fait, à savoir que le régime en Guinée a été toujours un régime politique prétorien, où l'armée détient l'ensemble des pouvoirs politiques. C'est très exactement ce que le CNRD est en train de faire aujourd'hui. Donc où est, si vous voulez, l'efficacité de la CRIEF? À moins de condamner des Kassouris, de condamner des gens, de dire qu'ils ont détourné. Il y a tout récemment Guinée News qui révélait que le CNRD a récupéré des millions de dollars. Mais aujourd'hui, les journalistes n'ont pas la possibilité de vérifier cette information. On vous dit ils ont récupéré. C'est une confirmation. En principe, on aurait dit le CNRD dit avoir récupéré. Voyez-vous, donc moi je veux qu'on sorte aujourd'hui de la logique du formel, où on dit qu'on est démocratique. Moi-même, je suis prêt à ce qu'on abandonne aujourd'hui les notions comme la démocratie, la bonne gouvernance. Abandonnons tout ça aujourd'hui. Regardons la réalité en face. Essayons de faire un diagnostic de notre histoire politique depuis les indépendances. Révélons les facteurs de blocage. Allons dans la réflexion, dans l'intelligence de notre condition humaine et disons-nous qu'est-ce que nous voulons comme société. Quelle image nous voulons de nous-mêmes, tant sur le plan régional que sur le plan international. Donc posons-nous la question de la possibilité d'une vie humaine digne en Guinée. Si cette question nous conduit à une démocratie, tant mieux. Si la question nous conduit à un régime autoritaire, tant mieux. La Chine est un régime autoritaire, mais aujourd'hui qui est sur le plan de la science, de la culture, qui est très évolué. Les universités chinoises concurrencent aujourd'hui Harvard et Princeton et bien d'autres, alors que nous en Guinée, on parle de panafricanisme, démocratie de bonne gouvernance, mais qui en réalité n'ont servi à rien du tout. Plus de 60 ans, on parle de démocratie et de bonne gouvernance. Tous les partis en Guinée ont été démocratiques. Pour quel résultat au fond?
Alors, Voilà, docteur, c'est une question aujourd'hui qu'il faut se poser. alors, docteur, est-ce que toutes ces questions ne peuvent pas trouver leur réponse également avec l'OCNT qui a quand même une mission de rédiger, de proposer à la Guinée une constitution? Alors, je voudrais vous demander quel est selon vous aujourd'hui ce qui est adapté pour la Guinée en termes de nature, la nature du régime et du système politique pour notre pays? Très rapidement, le CNT n'a aucun pouvoir. Ça, je pense que je ne suis pas le seul à le dire. Et même le Guinéen qui n'a aucun diplôme le sait aujourd'hui. Le CNT, aucun pouvoir. Et on a vu très bien, lorsqu'ils ont mis en place ce fameux comité de la rédaction de la nouvelle constitution, le communiqué de Sadiba Koulibaly est venu doucher dans sa gourma et bien d'autres. Donc il faut arrêter de penser que le CNT, je veux dire, tout se décide à la présidence, vous le savez bien que moi. Vous avez vu comment, par exemple, Maître Alain Moriba Koné a été remercié. Vous avez vu comment beaucoup de nominations sont en train d'être faites aujourd'hui. Des décrets ne continuent à pleuvoir depuis 5 septembre. Donc ça, franchement, il faut être clair. Ce n'est plus encore, ça n'est pas critiquer le CNRD. Ils ont reconduit une culture politique qu'ils ont retrouvée sur place. Donc quelque part, leur responsabilité est ancrée dans une histoire de la Guinée que nous n'arrivons pas à nous défaire. Deuxième élément, moi, lorsque j'écris mon livre Rupture, dans l'introduction, je dis je fais une proposition. Je ne dis pas que ça va être retenu par tous les Guinéens, c'est une proposition à débat. Et je me rappelle, permettez-moi de vous le dire, que je l'avais soumis à des responsables majeurs du RPG au temps d'Alpha Condé, sans citer des noms, d'autres qui sont en prison aujourd'hui. On avait discuté avec eux, par exemple. Mais l'aveuglement de l'époque était tel qu'ils n'entendaient pas raison, d'autres nous menaçaient. Même ceux aujourd'hui qui sont au CNT, sans citer leur nom, savaient le combat qu'on menait au temps d'Alpha Condé. Moi, je ne suis pas pour un régime présidentiel. Parce que le régime présidentiel a montré ses limites et surtout le régime présidentiel a pour conséquence, dans le plan institutionnel, la concentration du pouvoir entre les mains du président. Dans la main d'un seul homme. Donc voilà, moi j'irai plus. Moi dans mon livre, je propose un fédéralisme mou, mais aujourd'hui c'est clair qu'avec la distance, en le réécrivant, peut-être j'irai pour un régime semi-présidentiel, parce que je constate, mon passage en Guinée m'a fait comprendre surtout que la compréhension même du fédéralisme pose un problème au niveau normatif de ce que c'est qu'un régime fédéral. Même le partage du pouvoir n'est pas tout à fait encore bien compris et ça, au grand malheur, même auprès de responsables politiques. Donc je pense qu'il faut aller dans un sens aujourd'hui d'une réflexion sur deux choses. Comment éviter par exemple que le pouvoir soit dominant? Comment éviter que le pouvoir soit violent? Deuxième question, comment faire en sorte que nous ayons des pouvoirs publics qui organisent des interactions humaines de manière à ce que les Guinéens puissent vivre dignement, de manière prospère. Donc en fait, le dernier élément, c'est toute la question du rapport au pouvoir, toute la question de l'idéal, de quel idéal nous voulons et comment l'incarner. Et ça, aujourd'hui dans le domaine de la recherche par exemple, les chercheurs ont complètement distingué la démocratie et le développement économique. Et parce que en fait, l'exemple des pays asiatiques ont montré qu'on peut être autoritaire, un régime autoritaire est développé sur le plan culturel, économique et scientifique. Docteur, toutes ces propositions, c'est bien, mais il y a des préalables. Il faut résoudre d'abord l'impasse actuelle. Comment en sortir? Écoutez, madame, c'est ce que je ne cesse de dire. Si moi aujourd'hui je sors de ma réserve, enfin, c'est pas pour dire qu'on critique le CNRD seulement, mais mon Dieu, sortons de cette logique où on est contre quelqu'un ou pour quelqu'un. Regardons ce que sont les Guinéens. Allez-y à Donka. Moi j'étais en Guinée tout récemment. Allez-y à Donka. Allez-y dans les villages. Mais allez-y dans les maternités. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les femmes guinéennes accouchent dans des conditions de dignité? C'est inhumain. Voyez comment aujourd'hui les césariennes procèdent. Combien de femmes guinéennes meurent en césarienne aujourd'hui, madame? Ce n'est pas une question de dialogue social, ça, je vous en prie. Voyez comment aujourd'hui les écoles, on va construire une école sur les ruines de la maison de Dalin. Mais allez-y d'abord, essayez de revoir les écoles publiques en Guinée. Allez-y à Kaloum. Voyez l'état des écoles publiques, là. Voyez le pullulement d'écoles privées en Guinée. Ça, c'est un problème. On nous dit, par exemple, qu'il faut augmenter la pécule des étudiants, qu'il faut connecter les universités. Mais le problème de l'éducation, de la recherche en Guinée, ça n'est pas seulement l'accès à Internet. Mais franchement, il faut sortir d'une conception rudimentaire du développement. Non, il faut poser les vraies questions, résoudre la première chose qu'il faut résoudre aujourd'hui. Et je pense que le colonel a encore la possibilité de se reprendre, il a encore la possibilité de faire rêver les Guinéens. C'est vraiment aujourd'hui de se débarrasser des faiseurs de roi. Des gens qui l'applaudissent au palais, qui disent qu'il va bien, qui disent qu'il fait bien. C'est ces gens-là qu'il faut se méfier. Non pas en les condamnant, mais en disant, écoutez,
essayons de nous asseoir avec les forces représentées de ce pays. Et on les connaît, ils se connaissent. Deuxième élément, réfléchissons sur la possibilité d'un contrat social où ceux qui détiennent le pouvoir politique, parce que le premier bien de l'État, je le rappelle, le premier bien de l'État, c'est le pouvoir. Ce que nous avons en bien commun, peu le Malinké ou je sais pas quoi, sous Guerzé, c'est le pouvoir politique. C'est le bien commun par excellence. Comment le gérer? 1. Comment le partager? 2. Et surtout, comment faire que le pouvoir soit efficient en termes de développement économique? 3. Voici les éléments que le colonel peut mettre en évidence sur la table et non pas aller dans un sens d'un dialogue soi-disant souverain qui n'a aucune souveraineté, d'aller dans un sens de rapport. On n'en finit plus en Guinée avec les consolidations, le renforcement des capacités, des innovations, des séminaires. On n'en finit plus. Lorsqu'on parle trop de refondation, ça veut dire que ça ne va pas bien. Il faut aller donc à l'essentiel. Grand merci à vous, Dr Amadou Sadio Bari. Je rappelle que vous êtes chercheur et professeur de philosophie au Québec. Merci également à l'équipe technique, Ali Badra Kourouma, Tcherno Hassan Diaouné, Salmatou Diariou, Saramba et Fatoumata Bari. Merci à l'ensemble des chroniqueurs. Demain, vous serez en compagnie de Khalil pour la suite du débat sociopolitique.